Vous la reconnaissez, cette atmosphère? Oui, je pense qu'il s'agit d'un hypermarché. Oui. Lequel? Ah, ça, je ne peux pas savoir, parce qu'ils se ressemblent quand même assez. Mais c'est le vôtre. Hein. Ah oui? Antoine Beauchamp est allé à Cergy. des Montagnes France Culture à Cergy, oui. Au centre commercial des Trois Fontaines, oui. à l'hypermarché, ouais. Auchan, Auchan, qui est le sujet, le thème, oui. le récit de votre dernier livre, Annie Ernaux, Regarde les Lumières, mon amour. Dans une nouvelle collection lancée par Pierre Rosanvallon aux éditions du Seuil, Raconter la vie, qui se prolonge avec un site internet, Raconter la vie, le roman vrai de la société française. Ah ben, ça tombe bien de vous avoir ce matin, Annie Ernaux. Qu'est-ce que c'est donc qu'un roman vrai ? Je le vois d'une certaine façon, c'est-à-dire que la réalité, la vie des gens, là, puisqu'il s'agit vraiment de la vie des Français, de la société française, elle n'existe pas s'il n'y a pas des mots pour la dire. Et c'est en ce sens qu'au lieu de dire on va faire un roman de la vie des gens, c'est la vie qui va être mise en mots. Je le vois comme ça. Et disons que c'est un petit peu ce que moi j'ai toujours voulu faire aussi en écrivant. Voilà. Et c'est qui les gens ? Alors, dans la collection, enfin l'esprit de la collection, je résume, mais justement, ce sont toutes les catégories sociales, tous les métiers, tous les âges. Voilà, c'est un grand paysage qu'il faudrait décrypter. Et donc, dans cette entreprise, car c'est une vaste entreprise de nature politique, me semble-t-il, c'est de faire connaître, qu'on se connaisse davantage les uns les autres. Parce que je vous demande ça pour savoir quelle est la définition, au fond, d'un écrivain et d'une écrivaine comme vous, avec cette question sur les gens. Parce que vous avez remarqué, on est entre deux tours d'élection. Oui. Et on parle beaucoup des gens. Les gens sont idiots, les gens votent mal. Ça n'a pas de sens. Et parfois les gens, et souvent le mot les gens, aussi utilisé par les journalistes, a quand même une petite connotation péjorative. Comment arrivez-vous à dépoussiérer cette chose péjorative que l'on entend souvent quand on dit les gens ? Mais tout simplement, c'est leur donner des noms. Et dans mon travail, là, dans ce que j'ai fait sur l'hypermarché, c'est de leur donner forme et visage, dire comment ils sont habillés. Voilà, je croise une femme voilée, je vois une asiatique, je donne ces noms. C'est-à-dire que enlever ce que je vois, ce serait leur faire injure d'une certaine façon. Vous vous posez même la question de oui. Dois-je dire que je vois une femme noire, une femme tout court, une femme habillée comme ci ? Oui. Pourquoi toutes ces questions ? Eh bien, parce que je me pose la question, c'est est-ce que si je gomme simplement une femme, je suis sûre que l'on verra une femme blanche. Je suis sûre. Et c'est en quelque sorte dénier ce qu'il y a de plus important pour quelqu'un, c'est-à-dire son apparence et son corps. C'est sa peau. Et je crois que, justement, dire la réalité, c'est dire la réalité que je vois. Parce que je suis sûre aussi que la femme noire, elle me voit comme une femme blanche. Il faut absolument penser toujours réciproquement. C'est se déprendre de soi aussi, de voir et d'écrire. Et parce que en littérature, il vous manque quelque chose, finalement, si je puis me permettre, Annie Ernaux, pour régler ce genre de questions, parce qu'il vous manque le son, il vous manque la voix. Écoutez un de ces personnages, justement, un de ces gens, dans l'hypermarché où vous êtes allé, rencontré par Antoine Beauchamp. J'attends quelqu'un, mais c'est pas moi qui paye, c'est plutôt mon épouse. Vous attendez en lisant le journal pendant que votre épouse... J'ai lu le journal parce que c'est intéressant, les suspense dans 42 villes, dont la ville de Ragny ainsi que Cergy m'intéresse beaucoup. D'accord. Ouais. Très bien. C'est formidable. Merci d'avoir fait entendre ma voix. Ce n'est pas une voix pour voter pour quelqu'un, mais c'est plutôt une voix objective. Oui.
sur la réalité de la vie quotidienne. Merci beaucoup. Merci, monsieur. beaucoup, monsieur. Merci de faire entendre ma voix, dit cet Oui. homme à notre reporter Antoine Beauchamp. Oui. Il ne parle pas d'élection, il dit la voix tout court. Oui, et je crois que c'est extrêmement important de pouvoir faire entendre effectivement. C'est vrai que dans mon livre, je n'ai pas interrogé les gens. Et vous êtes même gêné quand on vous reconnaît, en revanche. Oui, ça c'est une autre question, d'être connu. Vous êtes Annie Ernaux. Oui. Et vous vous faufilez très vite dans un autre rayon pour Oui, parce redevenir que incognito. Voilà, je ne suis plus une femme qui fait ses courses. Là, je suis quelqu'un. Et brusquement, il me semble que quelque chose se bouscule. Je ne suis pas là pour être reconnue. Je suis là pour voir, pour entendre. Dites Annie Ernaux, c'est tout de même pas la première fois que vous racontez les super ou les hypermarchés. Vous n'avez pas attendu Pierre Rosanvallon pour essayer d'ausculter tout de même quelles sont les réalités de la société française. Je crois que effectivement, mon projet d'écriture s'est ancré là-dedans et de manière très directe il y a 20 ans avec Journal du dehors. Et puis ensuite la vie extérieure, oui. C'était des journaux aussi qui étaient plus vastes puisqu'ils couvraient aussi les trajets en RER, en métro et la ville nouvelle. Mais en fait, oui, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui vient naturellement dans le fait que je suis immergée dans le monde. J'ai envie de le saisir quelque part et de le faire exister. Et dans ces aspects peut-être les plus quotidiens. Je trouve que je ne suis pas du tout portée vers l'exotisme. Il m'arrive de voyager loin et très bizarrement, je n'en tire rien. Je n'en tire rien alors que d'aller à l'hypermarché près de chez moi, il y a plein de choses. C'est le vôtre, hein ? Oui, c'est le mien. C'est réellement le vôtre. Oui, réellement. Vous écrivez à un moment, depuis 15 ans, ce n'est plus la présence des minorités visibles que je remarque, c'est leur absence. Absolument. Donc la ville que j'habite, Cergy, est marquée par un grand brassage ethnique, voilà, différentes populations, plus d'une centaine. Et il est vrai que je suis habituée. Et que ce que je remarque, par exemple, je me souviens être allée à Vienne, quand je vais dans les provinces, la province française, certaines villes, certains centres-villes, ce qui me frappe, c'est justement cette absence de multi-ethnicité. Oui. Vous l'expliquez comment ? C'est un constat. Eh bien, ça veut dire que, tout simplement, c'est qu'il faut que nous nous habituions les uns aux autres et que pour Cergy, ça me semble fait. Par exemple, à l'hypermarché, dans le centre commercial, je ne crois pas que les gens se dévisagent en termes de couleurs et même en termes d'habillement. C'est cette visibilité, cette coprésence. C'est un terme qu'on emploie maintenant et que je pense qui est important. C'est ainsi qu'on fait société ensemble en s'habituant à se voir. Et certainement, le centre commercial et l'hypermarché est un de ces lieux-là. Oui, mais vous dites aussi, on se voit, mais on ne se parle pas beaucoup. Non, on ne se parle pas beaucoup. On regarde discrètement les courses du voisin pour mesurer aussi les différences, ce que l'on peut se payer ou oui, certainement. On se voit, on se regarde. Mais il y a déjà quelque chose, c'est d'être proche. C'est cette visibilité-là tout de même, cette intervisibilité à quelque chose tout de même. Je veux dire, l'autre n'est pas cette figure inquiétante qu'on imagine. Je remarque par exemple dans le texte à diverses reprises que par exemple, il y a eu cette grande dispute au sujet de la burqa, de voile islamique, etc. Et au lieu de voir, par exemple, qu'il y a une évolution, moi j'ai remarqué des coiffures qui changent, qui sont différentes, qui évoluent, des filles qui sont hyper maquillées avec un voile, etc. On s'évalue, on se regarde, et c'est déjà quelque chose de très important. Mais parce que vous voyez tout de même, vous voulez dépasser vous
Cette appellation souvent un peu vague et condescendante des gens, et vous vous intéressez, vous, à des personnes. Aux personnes, oui. On a fait les magasins, on a fait les courses et là on rentre à la maison. Épuisé. Oui, c'est pour ça qu'on est assises. Vous venez souvent ici? Ah ouais, il y a des périodes où on vient tout le temps et puis il y a des périodes où moi, quand on n'a rien à acheter, on ne vient pas. Nous, plus jeunes, on venait juste comme ça en fait. Comme ça. Ouais, voilà, se balader, prendre un petit truc à boire, le McDo. Voilà, le McDo, prendre un petit truc au McDo, puis voilà, entre amis. Maintenant on est vieilles alors... Comment vous percevez aujourd'hui le climat dans lequel nous vivons? Est-ce que vous trouvez qu'il se voit et il se ressent quand on va dans les hypermarchés? On commande beaucoup, encore une fois, cette période électorale, où on parle de ras-le-bol, de coups de colère, d'inquiétude des Français, de peur de déclassement, des enquêtes, les savantes, tout aussi savantes les unes que les autres, ne prédisent tout de même pas ce qui va se passer dans les urnes finalement au dernier moment. Qu'est-ce que vous voyez, vous, en poussant votre caddie dans ce supermarché des Trois Fontaines? Écoutez, de cette société-là décrite par les savants. Il n'y a pas quelque chose de changé d'un seul coup brusquement. Hein. Il y a toute une évolution certainement dans la consommation qui se voit sur le tapis de caisse avec les produits qui sont effectivement généralement les produits qui sont les moins chers, les promotions, tout cela se voit évidemment. Maintenant, c'est très difficile d'imaginer comment les gens réagissent à la crise. Je n'ai pas fait une enquête, moi, comme a fait Alex Beauchamp. Je n'ai pas interrogé les gens sur leur motivation. Non, mais par moment, vous dites et vous observez, par exemple, que vous dites, je suis de plus en plus sûr que la docilité des consommateurs est sans limite. Oui, je pense que de toute façon, c'est un endroit... cet hypermarché-là, comme tous les autres, à mon avis, les grands, ils imposent leurs lois, ils imposent les désirs. Bon, tout cela, on le sait. Ils imposent aussi un mode de consommation. Et il y a quelque chose qui est quand même très très frappant, c'est que la disparition des caissières, la disparition progressive des caissières, qui avec les caisses automatiques, avec le scan maintenant, et tout cela est accepté effectivement, mais pourquoi c'est accepté? Parce que il est très difficile d'imaginer que d'un seul coup, on passe aux caisses sans payer, on dévalise l'hypermarché. On sait très bien que ça ne mène à rien. Et cette puissance-là des hypermarchés n'a pas de visage. Pas de visage. Je dis la famille Muliez, hein, par exemple. Ben, pour moi, c'est rien. Très longtemps, je n'ai pas su que Auchan, ça appartenait aux Muliez, voilà, qui possèdent plein de succursales. Hein. Et ce sont des mythes. En fait, ce sont presque des êtres mythiques. Alors que nous sommes la réalité. Mais alors, quand on regarde comme ça, on est des gens, on est une communauté de consommateurs, de désirs, une communauté de désirs. Mais on est une communauté impuissante, c'est certain. Ah, ça, c'est pour étiqueter individuellement. C'est-à-dire, après, on passe à la borne et on donne... c'est scanné, on scanne et on paye simplement. C'est-à-dire on donne du chômage aux caissières. Ça vous embête pas? Si, ça me fait chier, mais on n'a pas le choix. Les prix, des fois, ils ne sont pas cohérents. Ça nous permet nous-mêmes de vérifier les prix. Parce qu'à tous les coups, on a toujours des surprises en caisse. Et on a beau dire, on a beau faire, on a l'impression qu'on est... Moi, ce qui me fait de la peine, c'est que Cergy-Préfecture est une ville où elle est très, très, très... mélangé de diverses cultures différentes. On a beaucoup d'Américains, de Japonais, à l'essai, Polytechnique et autres. Et moi, j'ai honte que ces gens-là puissent voir ce magasin-là, où il est plus cher que les autres. Il y a des souris, il y a des cafards, les vendeurs ils sont dépassés, les caissières c'est du grand n'importe quoi, et les prix c'est jamais les mêmes.
Voilà, alors un coup on défend la caissière, un coup on la défend pas, un coup on se plaint des bornes automatiques et puis un coup on les trouve Oui, bien. alors là, il y a deux discours. Franchement, il y a un discours bon, on a l'impression que l'hypermarché là est plein de souris et plein de cafards. Bon, moi j'en ai vu une à 20 ans, une souris, mais voilà. Non, alors là, on a effectivement le discours de gens. D'abord, il parlait de japonais, de polytechnique, etc. Qui considèrent que l'hypermarché c'est un endroit qui au fond n'est pas pour eux. Je veux dire, voilà, il y a toute une partie intellectuelle entre guillemets, mais pas seulement, qui considèrent que cet endroit-là c'est populaire finalement. Voilà, et ils sont pas chez eux. Ils ne sont pas chez eux. Ça c'est très important parce vous avez entendu des témoignages. Il y a une familiarité d'une grande partie de la population, et qui d'ailleurs est la mienne, avec cet endroit-là où on va une fois au moins par semaine, et on a ces rites, voilà, et c'est très notable dans ce qu'on vient d'entendre. Vous parlez qu'il y a notamment sur les bas prix une espèce de langage humanitaire de la séduction, et puis tout d'un coup, patatras, arrive dans l'actualité de vos courses, le Rana Plaza. Et oui, le Bangladesh. C'est-à-dire Bangladesh, c'est-à-dire brusquement, voilà, tous ces gens qui travaillent, toutes ces petites mains qui travaillent en Asie, voilà, pour 3 fois rien, et des milliers, plusieurs centaines de morts. Et tout ça, c'est pour des firmes, dont Auchan, bien sûr, pas qu'Auchan, d'autres. Et tout ça nous reste parfaitement indifférent. Voilà, il faut le savoir. Ça n'empêchera pas qu'on achètera le t-shirt. Non. Et on voit bien, voilà, c'est que les solutions sont vraiment ailleurs que une révolte, je veux dire, tout simplement de piquer des trucs à Auchan. D'où elle vient la formule du titre, Regarde les lumières, mon amour? Eh bien, c'est une mère qui, au moment de Noël, montre à sa petite fille qui est dans une poussette sur l'escalator du centre commercial, qui lui montre les lumières en lui disant « Regarde les lumières, mon amour ». Et je trouvais que ça représente vraiment les émotions esthétiques qu'on peut ressentir dans de tels lieux. À 8h15, Brice Couturier introduira la deuxième partie, comme chaque jour des matins. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Bonjour Annie Ernaux. Oui, dans votre livre, il y a quelque chose qui m'a frappé parce que c'est un changement du début du livre à la fin. Il y a un endroit où on peut consulter la presse et l'acheter. Et dans un premier temps, il y a des sièges, on peut s'asseoir, lire la presse et la reposer. Dans un deuxième temps, on a supprimé les sièges, on a mis ces journaux, ces magazines dans un endroit particulièrement inhospitalier du supermarché. Moi, je me demande, et alors là, les gens ne lisent plus du tout, évidemment, ils ne se contentent pas de le lire et de le reposer, ils l'abandonnent. Je me demande si c'est pas cette désaffection à l'égard de la presse n'est pas sans rapport avec la montée de l'abstention aux élections. L'homme qui a inventé le supermarché en libre-service était un Américain d'origine colombienne, Bernardo Trujillo. Il est disparu il y a plus de 40 ans. C'était une espèce de consultant en MMM pour méthode marchande moderne. L'époque aimait les sigles, surtout ceux qui comportaient l'adjectif moderne. Comme souvent les consultants, il savait ramasser ses analyses et prescriptions en formules simples et faciles à mémoriser. Exemple, empilez haut et vendez bas. Ou encore, supprimer les vendeurs, remplacez-les par des pancartes. Vous ne les payez qu'une seule fois et elles ne prennent pas de vacances. C'était les années 50, les Américains découvraient la consommation de masse, la vie en suburbs résidentiels, les déplacements continuels en voiture. En juin 63, ouvrait ses portes à Sainte-Geneviève-des-Bois, en banlieue sud de Paris donc, le premier hypermarché français. Il se présentait comme une usine de distribution. La spécificité du modèle français, c'est qu'il mêle dans un même espace l'alimentation avec l'électroménager, le textile, la papeterie, les jouets, le bricolage. On y trouve tout à la fois. Au début, dans les années 60 et 70, l'argument de vente de ces temples de la consommation était le gain de temps. En un seul caddie, on pouvait acheter tout le nécessaire. L'autre atout de ces immenses hangars demeure leur flexibilité, leur polyvalence. On peut reconvertir les rayons de fournitures scolaires de rentrée en un espace de vente des jouets de Noël 2 mois plus tard. On a souvent prédit l'effondrement de la vente en hypermarché. Dans l'après 68, il fut dénoncé comme le symbole de l'américanisation de la société. Les produits sont standardisés, les contacts humains sont réduits au minimum, et comme l'incarnation de la société de consommation. Guy Debord,
dont le livre La Société du spectacle paraît fin 67, livre une critique pertinente de l'aliénation du consommateur de grande surface pour lequel nombre de ces aphorismes d'époque semblent avoir été écrits. L'aliénation du spectateur au profit de l'objet contemplé l'isole de ses semblables et le coupe de ses propres potentialités. Plus il contemple, moins il vit, écrit Debord. Car, je cite encore, le spectacle est le moment où la marchandise est parvenue à l'occupation totale de la vie sociale. En outre, la consommation a été promue en devoir civique. Il ne suffit plus de travailler pour un patron. Il faut en outre consommer toujours davantage pour la survie du système qui vous écrase. Plus récemment, on a décrit l'hypermarché comme menacé d'un côté par les aspirations du consommateur moderne à des produits moins standardisés, adaptés à ses goûts, à ses besoins personnels et porteurs d'une histoire. De l'autre, par le hard discount qui sacrifie toute mise en scène au prix bas. Dans les faits, le commerce en hypermarché résiste bien, les chiffres le montrent, et il continue à tuer le petit commerce de proximité qui contribuait tant à animer nos centres-villes. L'hyper est un révélateur, parce qu'il est devenu l'un des rares lieux de sociabilité des périurbains, cette nouvelle catégorie que les politiques ont récemment découverte parce qu'elle trouble le jeu électoral. Une chose me frappe dans celui que je fréquente. Les consommateurs viennent au rayon presse lire des journaux qu'ils reposent aussitôt après, sans avoir l'idée de les acheter. Les mêmes vont ressortir avec, dans leur caddie, des jeux vidéo à 40 €, mais l'information, elle, se doit d'être désormais gratuite. Vous l'écrivez Annie Ernaux, certains magazines sont reposés tout froissés. Cela me paraît une bonne image du rapport de ces populations reléguées à l'actualité politique. On regarde distraitement les infos, les programmes, et puis on repose. Ce n'est pas pour nous. Ça ne nous concerne pas. C'est l'affaire des classes dirigeantes et de ceux qui vivent à leur contact. Ils résident à Paris. Aux élections de dimanche dernier, 59% des 18-24 ans et 53% des 25-34 ans n'ont pas été votés. Est-ce vraiment sans rapport ? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Annie Ernaux. Oui, enfin, pour réagir à votre dernière question, dire qu'il y a un rapport entre l'absence de vote des gens et la lecture des journaux, je pense que c'est un petit peu excessif tout de même, qu'il y a bien d'autres causes à cette désaffection du vote. Et ça réside dans la façon dont les partis politiques font la politique justement actuellement, et pas seulement le Parti socialiste, mais précédemment. Je veux dire qu'il y a on vote. La démocratie, c'est pas seulement voter. C'est ça le problème. Et donc, on se dit que si on vote, mais que rien ne change, pourquoi aller voter ? Là, je me fais simplement la réflexion. Il n'est pas du tout dans mon idée de désavouer ceux qui iront voter. Au contraire, je pense qu'il vaut toujours mieux dire quelque chose au moins, mais sur l'utilité, je crois effectivement que là, l'abstention n'a jamais été aussi forte. Mais je ne la lirai pas à l'absence de lecture des journaux. Et à quoi ? Pardon ? Et à quoi vous liriez cette justement, je dirais cette impuissance, qu'on a l'impression d'être impuissant, que voter ne change pas beaucoup le cours des choses. Voilà. C'est assez banal comme Mais vous ne croyez pas que le quotidien avait un rapport avec la démocratie très direct ? Tant que les gens lisaient des quotidiens, ça veut dire qu'ils étaient simplement informés de l'actualité politique. Ils sont toujours informés. Vous en êtes bien sûr. Oui, je pense qu'ils sont informés. D'abord, et je pense pas seulement aux journaux gratuits, mais je pense qu'il y a une foule d'informations que l'on reçoit par Internet. Oui, on peut consulter beaucoup de sites. On avait une presse d'opinion, elle faisait vivre la démocratie, c'était pas sans rapport tout de même. Il y avait une floraison de titres dans les années 60. Oui, il y avait bien sûr, beaucoup plus de titres. Mais vous avez une presse régionale qui résiste bien, tout de même. Voilà, on lit le journal de la région.
Et alors, bon, par contre, les grands journaux nationaux, c'est vrai, ont perdu tout à fait de leur... bien, parce que justement, on est informé plus vite que par les journaux. Mais ma question était double, parce qu'en fait, je vous parlais des journaux, mais je vous parlais aussi du périurbain, où je réside moi-même. Et les hypermarchés sont situés précisément dans l'hyperurbain. Dans ces régions où la vie sociale s'est pratiquement arrêtée, effectivement, c'est comme le mall américain, le seul endroit où on peut se rencontrer, en fait, c'est ces espaces déshumanisés ou qui sont consacrés à la marchandise. Mais pourquoi vous dites vous habitez le périurbain? Moi, j'habite pas le périurbain, j'habite Cergy. Je crois que les gens se pensent en termes d'une ville, d'un endroit. Je ne dirais jamais que j'habite en banlieue, par exemple. Personne ne dit j'habite en banlieue. On dit j'habite Éragny, j'habite tel endroit. Et j'ai bien décrit dans mon livre la situation de l'hypermarché, qui n'est pas dans un mall à l'américaine, et c'est situé dans le centre commercial. Et le centre commercial, alors ça, je vous l'accorde, c'est devenu le centre-ville. C'est là, c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu de socialisation. Mais en quoi est-il, j'allais dire, plus mauvais, entre guillemets, que le centre-ville d'autrefois? Parce que c'est un lieu de relégation. Mais non, ce n'est pas un lieu artificiel et c'est un lieu voué à la consommation et à rien d'autre. Non, pas à l'échange. Mais si, je vous invite à aller au centre commercial des Trois Fontaines, vous y verrez des gens qui parlent... Mais on va faire les courses. Mais attendez, pas seulement les courses, parce que l'hypermarché est dans le centre. Et il y a un échange entre les deux. Et ça, c'est très important, les hypermarchés qui ne sont pas seuls, plantés au milieu d'une zone de nulle part. Et cela, il y a une vie. Il y a une vie qui se voit continuellement. Vous avez des femmes avec leurs poussettes qui sont installées sur des bancs à l'intérieur des Trois Fontaines. Vous avez beaucoup de jeunes qui viennent, les universités sont autour, qui viennent pour faire quelques courses, mais aussi se rencontrer, parce qu'il y a des endroits où on peut manger. Dans un reportage, j'ai parlé du McDo. Bon, il ne faut pas mépriser cette forme de vie qui existe réellement. Les hommes, et je vous cite, les femmes et les hommes politiques, les journalistes, les experts, tous ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un hypermarché ne connaissent pas la réalité sociale de la France d'aujourd'hui. Ah oui, ça me paraît évident. Je crois qu'il n'y a pas besoin de commenter. Vous surinterprétez pas un peu quand même la France, non? Non. Je vois Brice Couturier non, mais c'est évident, évident. C'est là que ça se passe. Ah oui. Mais il faut interpréter ce qui s'y passe. Et la métamorphose de la vie sociale à travers ce nouveau lieu. Donc moi, je continue à prétendre qu'effectivement, il est artificiel, il est installé au milieu de nulle part. Enfin, pour ceux que je connais, au milieu de nulle part, c'est juste un parking avec un temple de la consommation et des boutiques tout autour qui sont les marques, les fameuses marques. Ça n'est pas ainsi. J'en ai pas du tout. On ne fréquente pas le même type d'hypermarché. Je sais qu'il en existe aussi autour de Cergy. Il y a un autre Auchan à Osny. Bien, mais dans cet endroit dont je parle, il y a cette métamorphose par rapport à quoi? Par rapport à une vie de village, à une vie qui tournait autour de la mairie, qui tournait autour du centre-ville, où on se rencontrait, où on pouvait distribuer des tracts. Vous imaginez distribuer des tracts dans un supermarché? Ils sont à l'extérieur. Effectivement, vous n'avez pas je crois on n'a pas le droit. C'est un espace privé. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est un espace privé, à la différence effectivement du centre-ville d'autrefois, des villages qui étaient des espaces publics. Mais donc les tracts se distribuent à l'extérieur. Donc je parle même d'une distribution de tracts. C'est des endroits dépolitisés par exemple. Donc à l'extérieur. Mais il y a, les tracts dans les villages, vous savez, il ne devait pas y en avoir beaucoup. Dans ma ville aujourd'hui, il y avait une distribution de tracts devant la gare, il y en avait une autre devant la mairie. Mais il y en a toujours. Mais dans le supermarché, je peux vous assurer que ça n'existe pas. Non, il n'y a effectivement pas. C'est un endroit qui est effectivement surveillé. Mais avec toutes ces règles qui gèrent, effectivement, des règles très, très contraignantes, qui règlent tout de même les centres commerciaux, les hypermarchés, vous avez tout de même des espaces de liberté. Vous avez des espaces de liberté et des espaces de plaisir. Et il ne faut pas les minimiser, ni je répète, ni être condescendant vis-à-vis de ces plaisirs. Je suis d'accord qu'il y a une reconquête par les jeunes, en particulier le vendredi et le samedi soir.
Oui. Une reconquête de ces lieux par les jeunes qui le détournent de sa fonction purement consommatrice. Ça s'observe. Est-ce qu'elle a été... oui, au départ, quand vous avez fait l'histoire des hypermarchés, effectivement, c'était des usines à vendre. Ça n'est plus le cas. Écoutez cette archive 1972 sur France Culture. L'émission Le Point du 7e jour était consacrée à l'avenir du commerce français. Monsieur et madame, vous venez faire vos courses. Le caddie est assez chargé. Là, vous venez combien de fois par semaine ? En principe, nous venons le samedi, nous sommes libres, le samedi après-midi. C'est pratique dans la mesure où on trouve tout sur place dans le même magasin. Maintenant, ce qu'il y a, le grand danger de ce truc-là, c'est parce que c'est évident que c'est la tentation. Alors on achète, et puis quand on arrive à la caisse, on s'aperçoit que, tiens, je viens de faire un chèque, il y en a pour 12 000 francs. Oui, mais c'est la tentation. Mais qui est tenté ? C'est vous, le mari, ou vous, madame ? Oh, on est tous les deux, hein ? Oui, tous les deux. Alors vous additionnez les tentations, là. Oui, très certainement. Chacun prend ce qui lui fait plaisir. Tiens, moi j'ai envie de ça, ma femme a envie d'autre chose. On a tout à la portée, quoi. Voilà, c'était en 1972, Villiers-en-Bière, pour poser des questions aux clients d'un hypermarché qui venait de faire son apparition dans la commune. Oui, Annie Ernaux, comment avez-vous justement balancé à la fois ce qui peut être de l'ordre de ce qui ne vous plaît pas, de ce qui vous scandalise, et puis effectivement aussi écrit ce qui vous semble faire justement un lien social. Il y a tout à la fois, tous les paradoxes à la fois. Une chose vous irrite par exemple, c'est les panneaux où il y a marqué « Par respect pour nos clients, il est interdit de lire les revues et les magazines dans le magasin. Merci de votre compréhension. » Et ce « nos clients » vous met en boule. Oui, on n'est pas les... je veux dire, c'est... voilà, moi, en tant que cliente, voilà... Je n'appartiens pas, je n'appartiens pas, non, effectivement. Je sais pas moi qui dicte, effectivement, ces règles-là. C'est bien la direction. Donc, simplement, pour respect, alors, je sais pas, mais me dire, en fait, c'est une pure interdiction. Hein. Alors, ce qui est formidable, justement, c'est qu'elle est toujours contournée, cette interdiction. Ben oui, les gens lisent. Effectivement, les gens lisent et c'est très bien. Bon, jusqu'à présent, je n'ai jamais vu personne venir et interdire la lecture. Par contre, moi, quand j'ai voulu photographier un panneau d'interdiction dans Auchan, alors là, tout de suite, sans que je sache d'où il est sorti, un vigile était à mes côtés en me disant « c'est interdit de photographier ». Dans le magasin. Alors qu'on prend les photos tout le monde partout, tout le temps maintenant, oui, avec partout, les appareils. On prend des photos partout. Pas à l'hypermarché. Pas à l'hypermarché. Il faut demander l'autorisation à la direction, etc. Enfin, tout un système. Je crois que si j'avais photographié simplement des clients, d'ailleurs, ça m'est arrivé de vouloir le faire, ça peut se passer, je crois. Mais photographier un panneau Auchan, à l'intérieur, notamment des panneaux d'interdiction, je crois que ça, c'est impossible. Et si vous levez le smartphone vers les plafonds où sont les caméras, là, à ce moment-là, vous êtes tout de suite remarqué, on vous l'interdit. C'est un espace hyper surveillé, hyper fliqué. Hein, ça, c'est évident. Il suffit d'ailleurs de regarder tous les vigiles qui sont à la sortie de l'hypermarché. Là, ils regardent. Si vous sortez, il y a une sortie sans achat. C'est l'endroit le plus désagréable qui soit, la sortie sans achat, parce que on vous regarde, on regarde vos mains, on regarde vos sacs, hein, et on se sent toujours vaguement coupable, non pas au fond de n'avoir rien pris, mais coupable de n'avoir rien acheté, ce qui est différent. Il y a des invariants, cela dit, vous notez, voilà, au rayon jouet. Il n'y a pas photo, si j'ose dire. Les petits garçons sont devant les épées. Et... Oui, alors là, le rôle effectivement de ces, pas des fabricants, mais le rôle des hypermarchés dans des grandes surfaces, dans la ségrégation hommes-femmes, il est énorme. Il est énorme. Il commence vraiment avec ces jouets qui sont, et ça c'est une nouveauté d'une dizaine d'années, de cette ségrégation extrême entre les jouets pour les filles et les jouets pour les garçons. Alors le plus affligeant, c'est que effectivement, vous retrouvez tous les stéréotypes les plus archaïques, c'est-à-dire que les petits garçons aiment que le dehors, ce qui fait du bruit. Alors, vous avez des avions, vous avez des Spider-Man, etc. Et que les filles, mais c'est tellement caricatural que
on a envie de foutre vraiment la Foutre le feu, pagaille quoi. là-dedans, Ouais. avec des trousses de maquillage, avec des petits aspirateurs, des petites machines à laver, c'est-à-dire tout un univers intérieur, féminin, mais traditionnel qui ne correspond plus à la réalité, et d'ancrer les filles que, voilà, c'est soit le ménage, soit la séduction. Dans le monde de l'économie libérale, aimer les enfants, c'est leur acheter le plus de choses possible. Eh oui. Oui, c'est ce qu'on peut constater, effectivement. Vous allez avec des enfants dans un hypermarché, et enfants ou petits-enfants, et naturellement, il y a des tentations partout, et il y a le désir des enfants. Non, touche pas à ça, laisse-le, non, tu l'auras plus tard, etc. Vous avez tout un discours qui se fait autour, et effectivement, ce sentiment de si on achète, eh bien on les aime. Voilà. Et qui ne voudrait pas... Vous savez, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'amour, dans les hypermarchés. C'est-à-dire de faire plaisir. Donc, voilà, si... Et le contraire, c'est la frustration. Et donc, cette mère qui ne peut pas offrir la poupée à sa petite fille, hein, qui dit « tu l'auras avec le Père Noël vert », c'est-à-dire le secours populaire. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, c'est déchirant. C'est déchirant. Voilà. Et dans un supermarché, les femmes restent cantonnées dans le rôle que l'on oui, cantonne ce aux sont femmes. quand même les femmes qui s'occupent le plus, qui font le plus de courses, c'est le lieu des femmes surtout. Et de tous âges. Et de tous âges, oui. Sauf l'informatique, vous dites que c'est mais un l'informatique, secteur c'est réservé très aux hommes. masculin, oui, Ouais. bien sûr. Là, les vendeurs sont des hommes, et quand ils parlent à des femmes, ils s'adressent à elles de manière condescendante, parce que Oui. par définition, elles n'y connaissent rien. Elles n'y connaissent rien, c'est bien connu. Est-ce que vous auriez aimé prendre justement et faire un livre, comme vous l'avez déjà fait, avec l'importance que vous accordez à la photo? Est-ce que vous auriez aimé faire ce livre avec des photos, justement? Oui, j'aurais aimé. Très certainement, mais ce n'était pas possible je veux dire, le principe de la collection qui est très peu cher et qui, voilà, ça ne pouvait pas... mais j'ai pensé, oui, tout à fait. D'ailleurs, je commençais à prendre des photos, je voulais prendre des photos à l'intérieur d'Auchan, c'est très important, oui. Parce que la photo, elle dit quoi que vous n'arrivez pas à dire? Je crois qu'elle donne corps. Moi, j'évoque le corps légèrement, enfin un peu les gens. Je leur donne la visibilité, l'existence. C'est-à-dire vraiment, c'est une valeur d'existence ce texte. Hein. Mais en même temps, ça ne donne pas les couleurs, vraiment de rendre complètement visible. Mais en même temps, je pense que peut-être avec les photos, il y aurait eu quelque chose qui aurait conforté les gens en disant que c'est inconscient, mais que c'est un lieu populaire. Ah, le fameux mot populaire Le aussi. fameux mot Alors, populaire, hein. Oui. oui. Ben oui. Donc, il vous fait pas peur du tout, vous, ce mot-là? Ben oui. Voilà, c'est un beau mot, mais il est devenu en fait un mot qui segmente, qui clive. Vous dites témoigner de l'existence aux gens. Est-ce que ça veut donc dire là qu'il y a quand même quelque chose, mais c'est pas la première fois tout de même là chez vous, Annie Ernaux, qui est de l'ordre, oui, d'un engagement littéraire et qui se veut un engagement politique. Mm-hmm. Oui, bien sûr que c'est en faisant ce livre qu'il y a un engagement politique. C'est donner effectivement la visibilité à des endroits qui sont, non seulement moi je les fréquente depuis 40 ans, mais qu'une grande partie de la population, finalement il n'y a qu'une petite partie qui ne fréquente pas. C'est le centre de Paris, parce qu'il n'y en a pas, et ce sont, il y a ceux aussi qui font maintenant leurs courses par Internet, et qui ne voient plus les gens. Mais c'est une petite partie. Et alors, comment, justement, ces lieux qui sont tellement fréquentés, je peux dire qu'ils sont pas tellement... Ils sont hors du champ littéraire et artistique. C'est distinguer. Oui, distinguer. Distinguer les objets, les individus et les mécanismes et leur conférer valeur d'existence. Voilà. C'est ça, d'écrire aussi. De Yvetot à ce supermarché, il y a évidemment de vous dedans. Ben, bien sûr. Hein. Bien sûr, je suis née dans un café-épicerie. J'ai connu ça jusqu'à ce que je parte d'Yvetot à 24 ans. Et j'ai vu ce que j'appelle le monde à travers, effectivement, des échanges commerciaux. C'est ainsi que j'ai vu le monde. Je pourrais raconter tout ce qu'il y a de différent. Et effectivement, mais enfin,
voilà, c'est ce rapport évidemment, les clients pouvaient en vouloir à mes parents. Et à l'hypermarché, on ne peut pas en vouloir à personne. Hein. On ne peut même pas en vouloir, je veux dire, à la caissière. Si, on s'en veut à soi. On découvre au détour d'un moment où vous faites vos courses que vous vous en voulez d'avoir peut-être un peu plus les moyens et que ça va se voir sur le rayon, que vous êtes plus à l'aise que la voisine d'à côté pour acheter quelque chose dont vous ne regarderez pas le prix. Et que le début de la richesse, dites-vous, c'est quand on ne regarde pas le prix avant. Oui, c'est ça. La légèreté. La légèreté, oui, la légèreté. Le monde devient léger à partir du moment où on n'a plus à regarder le prix des choses, du moins le prix des choses habituelles, quotidiennes, hein, bien sûr. Et vous vous en voulez un peu, là? Oui, je pense que de toute façon, on est plus culpabilisé, effectivement, à l'intérieur, inconsciemment, à l'intérieur d'un hypermarché qu'on pouvait l'être autrefois. Oui, parce qu'on voit tout, on est quand même, au fond, un peu nu, hein, quand on a tout mis sur son... Ah, sur le tapis de caisse, oui, on expose, effectivement. Mais, vous savez, là, on n'est pas à la grande épicerie du bon marché. Et voilà, l'un dans l'autre. Moi, je sais que le jour où j'ai été reconnue et j'ai exposé les quelque chose que j'avais, oui, j'ai eu l'impression de me mettre à nu. Vous comparez les listes de courses? Oui, les listes de courses, je compare. Effectivement, j'ai trouvé une liste de courses dans un caddie, j'ai noté et effectivement, j'ai noté la mienne. C'est pas tout à fait pareil. Et ces listes de courses, elles pourraient rentrer dans un corpus broudieusien de la distinction? Par exemple. Brice Couturier? Moi, au contraire, il me semble que l'hypermarché, c'est un lieu parfaitement démocratique au sens où Andy Warhol disait que tout le monde boit le même Coca-Cola, que ce soit le président de la République ou un clochard dans la rue. Effectivement, on est tous là à acheter à peu près les mêmes objets. Mais là où ça change d'un seul coup, c'est que c'est dans le hard discount. Parce que là, on est entre l'hypermarché et le resto du cœur. Et rentrer dans un hard discount, c'est une expérience vraiment. Parce que là, d'un seul coup, on a le sentiment d'être mis à l'écart de la société. Tout est très moche, tout est pas cher. Et on a un peu honte d'y rentrer, on a un peu honte d'y être. J'ai remarqué qu'on ne se regarde pas entre soi, entre clients du hard discount. D'ailleurs, ça ne marche pas très fort. Quelle est votre expérience du hard discount? Alors, je ne suis pas allée dans un hard discount autonome, si on peut dire. Mais il y a du hard discount à l'intérieur. À l'intérieur de l'hypermarché Auchan, il est très à l'écart. Il est tout à fait retiré près des animaux, des aliments pour animaux, au point qu'on peut tout à fait passer de l'un à l'autre sans s'en rendre compte. Enfin, si je vous ai bien lu, vous dites les boîtes d'aliments pour animaux sont infiniment plus jolies que les boîtes hard discount. Oui, absolument. Plus alléchantes presque. Mais d'abord, ce sont des rayons normaux, tandis qu'à côté, ce sont des clayettes en bois, des espèces de casiers, où les produits sont littéralement, je veux dire, en vrac. Même il y a un rayon frais qui est plus ou moins défraîchi, voilà. Et donc, c'est vraiment le mépris du consommateur, là. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus méprisant. En plus, c'est bardé d'interdictions, sont des futurs voleurs, hein, voilà. Et donc, effectivement, là, c'est un lieu où même, moi, je passe avec mon caddie, et vous avez l'impression d'être, je veux dire, vous n'êtes même plus dans l'hypermarché Auchan. Voilà. Et puis, pour terminer, on pourrait dire, au fond, que la chose la plus triste qui soit, quand même, dans ces hypermarchés, dites-vous, c'est qu'on ne peut même pas essayer ou tenter, qui sait, de faire l'amour dans les cabines d'essayage. On ne peut plus, d'une certaine façon, parce que on a quand même perdu un truc. Là. Absolument. Mais oui, on ne peut plus se cacher, voilà, d'une certaine façon, dans l'hypermarché. Avant, il y avait des cabines d'essayage qui étaient gardées par une employée. Voilà. Et maintenant, c'est fini. Donc, c'est vraiment, il y a écrit qu'on ne peut rien faire qu'essayer, en fait. C'est très drôle, d'ailleurs. Ça induit, dites-vous, fatalement qu'on ne fait rien d'autre qu'essayer un vêtement. Et pas plus de 3. Oui, pas plus de 3, voilà, oui. Mais ça sert, les gens sont formidables, j'allais dire de certaine manière, parce que ça servait pour pouvoir s'asseoir tranquillement et bavarder, voilà, au moins. Un dernier tout petit mot, enfin, avant que nous arrivions avec la séquence de ce qui nous arrive. Est-ce qu'au fond, question très naïve, Annie Ernaux, ça vous a rassuré sur l'espèce humaine d'écrire ce livre sur la vie d'un supermarché avec ses hauts et ses bas, ses heures et ses malheurs, ou est-ce que ça vous a inquiété sur ce que devient la société, ni l'un ni l'autre, mais j'ai eu du plaisir, oui. J'ai eu du plaisir
Vous savez, d'écrire, c'est quand même, c'est d'un seul coup de s'emparer de la réalité et puis de la voir autrement qu'on imaginait. Parce que c'est ça tout de même. C'est comme je dis, voir pour écrire, c'est pas voir simplement. C'est aussi d'une certaine manière, d'un seul coup, être attentif d'une manière très très différente aux autres, aux lieux, au temps qui s'écoule, même dans l'hypermarché, qui est un drôle de temps, et effectivement, et à soi-même. Donc j'ai eu du plaisir.